Je refuse de croire qu'il marche pas. Oh, c'est fou. C'est fou, je fais une entrée solennelle et je me fais casser la gueule par mon micro. Mais j'ai envie de vous dire, le jour où on commencera un stream avec un micro qui sera fonctionnel, il est pas arrivé, tu vois. Bon, bah écoutez, ça va, je vais reprendre un petit peu ce que je vous ai dit juste avant, du coup, parce que bon, bah, ça n'a pas marché. Bien le bonsoir à Kusan, salut Samy, salut Nightingale. Ça fait plaisir, ah bah direct, ça commence, merci Philou. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir du soutien comme ça, les refs. Alors, aujourd'hui, on a plein de trucs à voir ensemble, plein de trucs à parler, puisque bon, vous l'avez vu, il y a eu dans les dernières semaines, il y a eu des petits teasers au niveau de l'équipe, il y a eu le CDE qui s'est passé, donc on va revenir dessus. Aujourd'hui, il y a une petite nouvelle pas trop cool qui est tombée aussi sur le Twitter, puisque notre CM de génie Roman a décidé d'arrêter de CM, puisque Yugi n'est plus un pan de sa vie qui l'intéresse, et donc du coup notre CM adoré est parti du groupe. On va aussi parler des prochains formats, puisque bon, je vous le tease tout de suite, mais il va y avoir un nouveau format qui va arriver sur la chaîne Twitch, qui se présentera tous les mercredis, toutes les 2 semaines, mais ça on va en parler un petit peu plus en profondeur ensemble. On va également parler aussi d'un projet qui va arriver très vite, puisque dès vendredi prochain on va avoir un petit événement sur la chaîne, et donc du coup il faut que je vous en parle. On va également parler de la perf de l'équipe au CDE, enfin si on peut appeler ça une perf, mais voilà, vous faire un petit peu le compte rendu de ce qui s'est passé pour l'équipe au CDE. Enfin voilà, on est sur un stream où il va y avoir beaucoup de choses à dire. J'avais prévu de me faire une petite liste pour avoir un fil rouge. Je l'ai pas fait, ça va être très décortiqué. Donc moi ce que je vous propose, c'est on va y aller dans l'ordre chronologique, et on va parler de tout ça gentiment. Bon, déjà, vous, comment vous allez? Parce que ça fait 17 jours qu'on s'est pas vu, mine de rien. 17 jours que je n'ai pas lancé un stream. Et ça, bon, je vous avoue, ça a fait du bien. Ça a fait du bien de pouvoir break un petit peu, même si on s'est surtout concentré sur le CDE. Toujours aussi compétent à ce que je vois. Bah, toujours, on change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Et ça c'est un truc de fou. Bon, commençons par le commencement. Vous avez dû le voir passer si vous suivez le Twitter de l'équipe, mais il y a la veille du CDE, pardon. J'ai posté un petit tweet vis-à-vis d'un nouveau projet qui arrive, qui s'appellera Athéna. Pour vous en dire un petit peu plus, parce que je vais vous garder quand même la surprise, mine de rien. Ça sortira techniquement la semaine du 15 août. J'ai pas le jour exact auquel ça sortira, mais ça sortira avant le lancement des WCQ de la saison, techniquement. Donc soit la première semaine, soit la deuxième semaine, mais ça devrait être lancé dans ces eaux-là, donc incessamment sous peu, ça va venir très vite. De ce que j'ai pu entendre, et ça me rend très Gucci, il y a déjà eu des petits pronostics sur ce que pouvait être Athéna, et ce qui revient le plus à mes oreilles, c'est une équipe féminine. Et vraiment, je me dis, vous êtes quand même vachement fort pour tomber aussi proche de choses qui ne sont même pas encore annoncées. Il y a rien, vous avez un visuel. Et je me fais un peu couper l'herbe sur le pied. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait longtemps en plus. Bah ouais, c'était quand, semaine dernière. Mais ouais, Athéna, normalement, ça devrait sortir semaine du 15 août. Je pense que vous allez être très content. On fera un live complet. Sur Athéna, parce qu'il y aura plein de choses à dire. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur Athéna, c'est donc sa date de sortie approximative, et vous dire que ça va faire bientôt 1 an qu'on bosse dessus. Voilà. Donc ce projet est énorme. Il a demandé beaucoup de travail. Et quand je vous dis beaucoup de travail, c'est je pèse mes mots.
Je pense sincèrement que ça va être un truc qui va beaucoup aider la commu. Pour plein d'aspects différents. Mais voilà, ça a été un travail qui a duré vraiment un an, une bonne année. C'est une application mobile, c'est pas une application mobile. Voilà, qu'on se mette tout de suite d'accord, c'est pas une application mobile. C'est totalement autre chose. C'est totalement autre chose qu'une appli. Certains sont déjà dans la confidence parce que là on a pu commencer à en parler un petit peu. Mais c'est encore... l'idée c'est vraiment de vous garder la surprise pour quand ça sera prêt. Mais ce n'est pas une appli. Voilà pour ce qui est d'Athéna. Quitte à vous montrer un petit truc et vous montrer un petit peu plus de choses, je vais pouvoir vous montrer le logo. Le logo qui est actuellement caché juste là. Allez, quand tu veux. Hop. Voilà, vous avez le droit au logo en avant-première. Une formation à 47€, ouais, si seulement. Une gazette, une Dark Kitchen Yu-Gi-Oh! Ce serait tellement drôle. Ce serait tellement drôle, mais non, ce n'est pas une Dark Kitchen. En vrai, ça serait marrant de faire un open challenge comme ça, mais non, pour le coup, c'est pas ça. Pour le coup, c'est pas ça. Donc voilà, ça devrait arriver incessamment sous peu. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, sachez que je suis pas tout seul sur ce projet et on y a mis nos tripes, on y a mis beaucoup d'énergie et je pense que quand ça sortira, ça va être plutôt agréable pour les gens. Nos parfums de Pims aux couleurs de... Wesh, mais faut vous calmer, messieurs. Faut se détendre un petit peu. Ok, donc Athéna, je peux pas trop vous en dire beaucoup plus. Parce que je veux vraiment vous garder une surprise. Mais voilà, vous avez le droit au logo, vous avez le droit un petit peu à ce qu'il en est. Et on reviendra dessus d'ici 2 semaines. Hop. Touk. Bon, on verra ça juste après. Maintenant, il faut qu'on parle du CDE. Parce que le CDE, ça a quand même été un moment un peu complexe pour l'équipe, on va dire. Parce que ceux qui ont suivi l'équipe, pas de résultat pour nous, malheureusement, sur ce CDE. Ce CDE, il a été très très compliqué. Je vais pas vous mentir. Je pense que la préparation qu'on a mis dans l'event était peut-être pas suffisante. Mais c'est-à-dire que, genre, après le CDF, on était tous vannés un peu sur les rotules. Le fait que le format change pas, ça a été un petit peu... ça a été dur, honnêtement, mais ouais, le CDE de cette année, ça a été une catastrophe. Surtout qu'on n'a pas eu la chance d'avoir une transformation non plus au playoff. Et donc, du coup, ça a mis un double coup dans la gueule de l'équipe. Maintenant, je vais pas vous mentir, ça a pas été un CDE qui mentalement a impacté l'équipe. Enfin, l'a pas impacté négativement. Puisque, loin de là même, vu qu'aujourd'hui, tout le monde est extrêmement motivé. Et ça bosse déjà très 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 dur. Là, à l'heure où on se parle. Donc je pense que ce CDE, c'est un mal pour un bien. On n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait. C'est un petit peu dommage parce que on avait fait une très très belle saison. Et ça n'empêche pas que la saison est exceptionnelle pour l'équipe. Hein. Attention, c'est absolument pas ce que je dis. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de pas la clôturer correctement. Après, ce CDE pour les Français, ouais, ça a été une catastrophe puisqu'il y avait que 3 ou 4 Français en top. Donc voilà, pas... on va dire pas le CDE de la France cette année. Celui de l'année prochaine, certainement. Certainement, on essaiera de le ramener à la maison. Hein. Mais je pense que le CDE, si on enlève les Worlds, hein, c'est certainement le tournoi le plus compliqué
à préparer de la saison. Pour plein de raisons, hein. C'est qu'il vient après le CDF, que les batteries elles sont à 0, là il n'y avait pas de changement de format. La motivation elle était assez basse, on a su que relativement tard qu'il n'y aurait pas de ban du tout sur notre format. Le fait que le Bataille de Légende ne soit pas disponible en Europe, c'est pareil, ça fait que ça enlève des propositions de deck. Enfin, il n'y avait rien qui donnait réellement envie de travailler ce CDE, et je pense qu'on l'a pris un peu dans la gueule. Donc là, c'est plus my bad que celle des joueurs, puisque bon, bah, c'est à nous de motiver les gens quand on est sur ce genre d'event. Voilà. Pour ce qui est du CDE. Bon, petite chose qui est arrivée ce matin, on va les enchaîner relativement vite parce que, mine de rien, on a des choses à voir aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre CM roman a décidé d'arrêter de CM la page parce que Yugi c'est plus trop dans ses on va dire dans ses priorités, et donc du coup je voulais prendre le temps de lui dire un énorme merci, que ce soit en tant que joueur ou en tant que CM roman. Il a été exceptionnel. C'est un humain incroyable. Cet homme est un amour d'amour. Il nous aura servi des tweets magnifiques, et vraiment merci à lui pour tout le taf qu'il a fait, parce que sans lui, putain, je vais y arriver. Le Twitter, il ressemblerait pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Il a fait un taf de fou, et j'aurais vraiment pas assez de temps pour vous exprimer à quel point je suis vraiment. Je serais redevable envers Roman une grosse partie de ma vie, parce que pour le coup, il a rendu ce projet sur les réseaux vraiment solide, et il a fait un taf de fou, et ça me fait chier qu'il parte. Et bon, si aujourd'hui il veut vivre sa passion différemment, tant mieux pour lui, mais vraiment merci à lui d'avoir fait tout ce qu'il a fait, parce que c'était exceptionnel. Vraiment, c'était exceptionnel. Voilà, donc ça c'était pour la nouvelle moins cool qui pouvait se passer. Bon, parlons de la suite. Parce que la suite, elle va être. Du coup, il rejoint quelle équipe? Je crois qu'il va plus toucher à des cartes Yugi. Au roman, il joue plus à One Piece maintenant. Bon, parlons de la suite, parce que mine de rien, il y a des événements qui arrivent, et Konami a très bien fait son taf cette année, puisqu'on a déjà toutes les dates de tous les YCS de la saison. Peut-être qu'il y en aura un quatrième, on sait pas encore, mais en tout cas, des YCS qu'on a habituellement, on a toutes les dates. Et ça, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool, puisque bon, on a déjà le 300e YCS qui a été annoncé avec Dortmund. D'ailleurs, les places sont déjà disponibles, donc si vous n'avez pas vos places, n'hésitez pas à aller les chercher. J'ai perdu au Davy Backflight, oh merde. Putain, Foxy m'a enlevé un équipier, genre fou. Non, parce qu'il va pas rejoindre les Rocks, hein. Je m'y perds dans tout ça, moi. Oui, mon capitaine! Merci, mon Ralil. Donc ouais, on va déjà commencer à préparer un petit peu les... Enfin, on commence déjà à préparer Lille et les WCQ de cette saison, puisque cette saison, on veut vraiment refaire ce qu'on a réussi à faire cette année, à savoir une énorme saison. Il y aura des mouvements au niveau de l'équipe que je vais vous annoncer très probablement courant de semaine. Que je vais vous annoncer sur le Twitter très probablement courant de semaine, donc n'hésitez pas à suivre les différents réseaux. On te voit en table d'ailleurs cette année. Ça va dépendre parce qu'en fait le taf que j'ai aujourd'hui me fait bosser les week-ends, et donc du coup c'est assez compliqué de s'organiser pour aller en event, mais pour l'instant j'aimerais bien conserver ce travail là parce que je m'épanouis de fou dans ce taf.
Et ça, c'est... Pour avoir bossé dans des trucs catastrophiques, c'est vraiment un truc que je chéris fort. Donc faut que je vois, déjà faut que mon CDD se transforme en CDI, et ça c'est une première chose, et si ça se fait, voir un peu comment c'est gérable. Mais oui, effectivement, j'aimerais bien jouer un peu plus cette année. Tu as quel taf? Je suis game master dans un escape game, voilà ce que je fais. Et je vous avoue, c'est un pied total. Genre vraiment, c'est beaucoup trop drôle. C'est beaucoup trop drôle. Et à côté de ça, je suis barman, puisque l'escape dans lequel je bosse a un bar à côté. Et donc du coup, je switch entre les deux. Et c'est vraiment très 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 cool. Du coup, toujours team numéro 1 en France, ou le CDE vous fait passer numéro 2. Je crois que ça ne change absolument rien. Hein. Je crois que ça ne change absolument rien, parce qu'on avait vraiment beaucoup trop d'avance vis-à-vis des autres équipes. De mémoire... Ouais, on finit même deuxième meilleure équipe d'Europe. Ce qui est pas déconnant. Meilleure équipe de France, deuxième équipe d'Europe. Bon, c'est à condition que les points soient à jour, mais bon, c'est pas dit non plus. Les tournois Yu-Gi-Oh! Et Magic à son taf. Il y a des tournois Magic, c'est pas moi qui les organise, mais je sais qu'ils veulent développer un petit peu Yu-Gi-Oh! Enfin, ils veulent développer Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Et du coup, je pense que je suis peut-être capable de les aider là-dessus. En gros, tu enfermes des gens dans des salles et t'es ok. En vrai, grave envie de te revoir en tournoi, peu importe le côté où je suis, chez les judges, de t'affronter. Mais en vrai, moi, ça me ferait très très plaisir de pouvoir revenir en tournoi et de rejoindre un petit peu. Surtout que l'année prochaine, techniquement, je vais avoir un peu moins de choses à gérer au niveau de l'équipe, parce que cette année, c'était une grosse année, mine de rien, entre la création de l'équipe Master Duel, entre les résultats qu'on a fait. L'équipe Master Duel m'a vraiment pris beaucoup de temps au milieu d'année. Et la préparation des trains m'a pris pas mal de temps aussi sur la fin d'année. Mais j'aimerais bien pouvoir refaire une saison où je joue un peu plus. Ça, je vais pas vous mentir. Après, c'est vrai que jouer à Yugi, mine de rien, ça coûte pas mal de thunes. Et vu que cette année, financièrement, elle était un peu précaire, plus compliqué de se projeter dans, on va dire, dans une route, d'aller sur la route tous les week-ends, etc. Donc à voir un peu comment ça va se passer l'année prochaine. Mais c'est vrai que au final, quand je regarde mes 2 dernières saisons, on ronfle un peu, tu vois. J'aime bien venir parce que les photos et tout, c'est sympa, mais bon, à un moment donné, reprendre quelques tops par-ci par-là, ça me ferait plaisir, parce qu'il y a eu des tapis cette année qui étaient plutôt beaux et que j'ai pas pu avoir, et ça me fait chier. Bref. Donc on verra un peu ce que la prochaine saison va nous réserver, mais on essaiera de revenir sur les tables, parce que je veux continuer à avoir cette commu, et vraiment vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous voir, et vraiment ça me fait tellement plaisir. Il y en a plein qui nous ont envoyé des messages ce week-end sur le Twitter pour nous dire que bon voilà, même si la saison ne se terminait pas comme on le voulait, on avait réussi à faire vibrer les gens et tout, et je vous jure que ça fait tellement chaud au cœur. Voilà, cette saison, elle a été exceptionnelle sur plein d'aspects, elle a été dure à vivre sur plein d'autres. Et en fait, voir que mine de rien, les gens qui suivent le circuit compétitif, ils comptent sur nous pour faire briller la France. C'est vraiment trop agréable. Je vous jure, c'est trop trop agréable, et ça donne envie de se pousser. Enfin, ça donne envie de donner le meilleur de nous encore et encore. Et je vous parle de ça pour moi, mais c'est aussi le cas pour les gars de l'équipe. Et ça, c'est... Vraiment, merci. Merci pour ça. Ok. J'ai vu le rideau bouger. C'est le vent. C'est le vent. Bon, passons à la suite. À partir de la semaine prochaine, on va mettre en place un nouveau format sur la chaîne Twitch, qui sera mis en place toutes les 2 semaines, grosso modo. Oh non, un chat avec une cape d'invisibilité. Comment il va, Xilo? Du coup, je vous disais, on va mettre en place un nouveau format sur la chaîne, qui est un format que je voulais quelque chose d'interactif pour bouger un petit peu plus avec vous, et
pour permettre aux gens d'échanger un petit peu. Du coup, sur la chaîne, il va y avoir l'arrivée d'un format qui va s'appeler l'aéropage. Alors pour ceux qui ont fait des études d'histoire et principalement sur du grec, sur la Grèce antique, vous allez connaître peut-être ce format. C'est un format où on regarde Axel manger des piles. Des pims. Oh, je préférais les piles. Honnêtement, je préférais les piles. Du coup, le format aéropage, qu'est-ce que c'est? Ce sera un stream qui durera 2 heures, normalement, sur lequel on va venir traiter une question d'actualité Yu-Gi-Oh! Donc, je vais vous donner ce qui me passe par la tête, mais est-ce que le CDE a été une catastrophe pour les Français? Est-ce que tel ou tel joueur est un joueur sur ou sous-coté? Est-ce que les FUVA sont des bonnes cartes pour la méta? Est-ce que la dernière annonce X de Konami est une bonne chose? Est-ce que la nouvelle règle du time est une bonne chose? Et grosso modo, on vous mettra la question qui sera traitée cette semaine sur le Twitter. On demandera aux gens d'envoyer un petit mail sur l'adresse de contact de la ARS et on prendra 4 personnes parmi les gens qui nous ont envoyé des mails pour avoir une conversation de 20 à 30 minutes sur le sujet du débat. Et donc il y aura moi sur le stream plus une personne de l'équipe. Donc si on va parler des boutiques, potentiellement on invitera la DAX. Si on doit parler de résultats sur X ou Y deck, on va inviter des gens de l'équipe. Si on va parler, je sais pas, de créateurs de contenu, c'est peut-être Mathieu qui viendra avec moi, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Mais l'idée en fait c'est de pouvoir échanger sur des débats d'actualité avec tout le monde en fait. Et l'idée c'est qu'on traitera 4 fois la même question avec 4 points de vue différents et je pense que ça peut être très intéressant. Donc les inscriptions, je vous mettrai la première question qui devrait arriver dans la soirée ou peut-être demain parce que là je vais laisser peut-être le tweet de Roman s'envoler un petit peu. Mais la première question avec le premier visuel devrait arriver demain ou après-demain sur le Twitter de l'équipe. Vous pourrez vous inscrire directement en envoyant votre candidature sur l'adresse mail de la ARS. Et nous, on viendra chercher 4 personnes dans les candidatures. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Peu importe qui vous êtes, peu importe si vous avez déjà top, si vous n'avez pas top, si vous pensez que vous avez un avis à donner sur la question, inscrivez-vous. Et nous, on se mettra avec vous sur un Discord pendant 20 à 30 minutes et on échangera sur ce sujet. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des débats avec... on va dire avec la communauté et peu importe qui vous êtes. Voilà, ça c'est le nouveau format qui arrive dès mercredi prochain. Cool. Pour rencontrer Zorian Mathieu, avoir parlé avec Nolan, giga cool. Ouais, déjà, ça va être un banger. Ben, ça fait plaisir. Je parle pas gris. Non mais alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'aéropage en fait c'était l'endroit dans les cités dans lequel on venait avoir les débats sur le potentiel sort de la cité où le roi pouvait aussi prendre des conseils vis-à-vis de ses conseillers proches. Et ça s'appelait l'aéropage. Et ça a une autre traduction qui s'appelle la colline d'Arès. Voilà, bon, si vous voulez aller fouiller ça sur internet, je vous invite à le faire. Mais voilà, je trouvais ça très accurate comme nom de format. Donc j'ai pas encore la première question, mais tout arrivera demain sur le Twitter. Je la mettrai aussi sur le Discord de l'équipe, histoire que vous puissiez avoir plusieurs formats. Un petit fétichiste dans la mythologie grecque. Ça s'appelle une direction artistique, Léo, tu vois, parce que si on commence à faire du grec et que derrière, j'appelle ça, je sais pas, le Parlement, tu vois, ça ne marche pas trop. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous viendrez participer aussi à ces débats. Et on se retrouvera assez vite là-dessus. Ça, c'était le premier format de l'année prochaine. Autre petite chose, il va falloir réserver votre 8 août, les enfants, puisque le 8 août sur la chaîne se passera le premier format qu'on va appeler Main Event sur cette chaîne. Qui s'appellera Main Event. Alors, celui de la semaine prochaine, c'est un format qu'on utilisera quand il y aura des matchs qui peuvent être intéressants à faire et des matchs que les gens attendent de voir. Et grosso modo, celui de la semaine prochaine, putain, je vais y arriver, en match principal, verra s'affronter le champion de France, qualifié au World, qu'on appelle Damien Valla,
contre un énergumène de Twitter qui a malheureusement loupé son coche sur le fait de se dire qu'il allait être champion de France. Donc du coup, vendredi prochain, on va avoir un match entre Damien Valla et Choco Choco, et histoire d'avoir une vraie soirée qui risque d'être intéressante, on vous a prévu deux autres matchs qui vont être le match de Mathieu Bricard contre Ludovic Lefebvre sur le format 2022, CDF 2022. Pour la petite anecdote, pourquoi ce match? C'est parce que sur cette année-là où Mathieu est devenu champion de France, lui et Ludo se sont affrontés 6 fois. Mathieu a perdu 6 fois. Et donc, la seule défaite de Mathieu au CDF cette année-là, c'était Ludo. On s'était dit que ça pouvait être marrant de leur faire rejouer le match dans les mêmes conditions. Non, pas Tanguy la fripouille. On parle de Choco Choco. Donc on verra un retour de Ludovic sur Virtual World et un retour de Mathieu sur Dragon 60. Et ça risque d'être très 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 marrant. Donc ça, ce sera le match d'ouverture. Le show commencera dès 20h. Donc on réexpliquera un petit peu tout ça. On est d'accord que le match de Choco, ça reste le main event. Mais bien évidemment, le match de Choco Choco, c'est le main event. Hein. Et en deuxième match, alors là, attention, on a déterré des cadavres pour ce deuxième match, puisqu'il verra s'affronter Léo Giner, que vous avez vu passer dans le chat tout à l'heure, champion de France 2015, contre Terence, qui est le champion de France 2010 sur un format Edison. Donc on va voir deux vieux de l'EHPAD en train de s'affronter à grands coups de déambulateur sur un format qui aujourd'hui ravive les flammes. Et ça, moi, ça me fait très plaisir. Ça me fait très très plaisir. Donc on risque d'être sur une soirée qui va être très très sympa. Je serai accompagné d'un animateur mystère pour commenter tout ça. Je vais pas vous mentir, c'était pas la carte qui était prévue à la toute d'origine, et c'est dommage parce que vraiment ce qui était prévu de base, je vous avoue, j'avais envie de le voir, mais malheureusement ça s'est pas fait pour un problème d'agenda. Donc j'essaierai de vous le replacer sur le prochain main event qu'il y a, mais pour donner la ref à ceux qui l'auront, de base ça devait être un match mirror Robot Bureau. Voilà. Donc ceux qui connaissent les figures importantes Robot Bureau en France, vous allez avoir la référence de qui devait être présent. Malheureusement, ça sera fait le prochain coup. Alors ça peut pas être Barcode. Ça peut pas être Barcode parce que Barcode pour le coup il est affilié Konami et tout va être sur DB. Eh oui, dommage, je devais avoir le maître Robot Bureau en match mirror contre Pierre Burgals. Et je vais pas vous mentir, il est très très chaud, donc vraiment ça se fera dans le prochain, et je pense que ça risque d'être le main event du coup. Voilà, donc je vous tease pas plus. Ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas, vous découvrirez des choses incroyables de Yu-Gi-Oh! Voilà. Pour ce qui est de main event. Donc ça arrivera le 8 avril. Techniquement, pareil, tous les visuels devront arriver courant de semaine. On a fait des trucs, c'est pas tout à fait fini, mais on a essayé de passer un niveau au-dessus en termes de prod, et je pense que vous allez apprécier le résultat. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire? Hop. 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 Je crois que j'ai tout mis. Bah écoutez, moi j'ai tout dit. J'ai tout dit sur aujourd'hui. Est-ce que vous avez des petites questions vis-à-vis de toutes ces annonces? Parce que mine de rien, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, mine de rien. Si. Il y a un truc qu'il faudra qu'on prévoit aussi ensemble.
Je sais pas si... Ouais, si, on va le faire quand même. Sur le prochain stream, il faudra qu'on se prévoie les sub-goals pour le YCS de Lille. Pour le YCS de Lille qui va arriver assez vite. Alors moi, malheureusement, j'y serai pas à ce YCS. J'y serai pas parce que c'est le week-end d'anniversaire de ma maman et elle fête 60 ans, donc je ne serai pas présent, mais il y aura les autres gens de l'équipe qui seront là, et histoire de leur donner un petit peu de leçon, on va remettre en place ce sub-goal, et je pense que ce sera ce qu'on fera à chaque major maintenant, au niveau de la chaîne. Voilà. Si, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Tout le vlog du CDE a été tourné et en cours de montage. Et je pense... on n'a pas eu les emmerdes qu'on a eu au CDF. Mais celui-là, il risque d'être aussi très cocasse. Donc techniquement, comme d'habitude, on met environ un mois à avoir la vidéo. On fera la review du vlog ensemble. Et ça risque d'être particulièrement cocasse, puisque il y a des sacrés énergumènes dedans et il y a des sacrées interventions très très bizarres. Bref, vous découvrirez ça en temps et en heure. T'as joué quoi au CDE? Au CDE, j'ai joué Vanquish. Bon, je peux vous montrer ma liste si vous voulez. Je peux vous montrer ma liste. Et au CDE, j'ai fait un score. Voilà, alors moi je joue ça au CDE. La liste est basée un peu sur ce que Santoli avait fait, donc c'est-à-dire maximiser le nombre d'attributs pour toujours avoir les couleurs en main. Alors, je suis allé jusqu'à la round 3 et j'ai drop puisque j'étais en 0-3 la round 3. Donc bon, comment vous dire que c'était peut-être pas le meilleur choix à faire. Maintenant, si je dois me dédouaner, attention, parce que j'ai préparé une liste d'excuses, parce que je vous connais les virulents de chat. Premièrement, je suis créateur de contenu. Mon but n'est pas de top. Ah non, mais attendez, si, faut qu'on parle du CDE. Dire créateur de contenu, ça m'a rappelé des trucs. Ok. Bon, déjà j'ai fait 0-3 à cet event et je me suis barré derrière. Bref, c'était terrible. La fraude putain, alors que le deck a littéralement détruit l'event. Je t'avais dit Mono César, mais non, ça n'écoute pas. Non, je pense que si j'aurais dû écouter des gens, c'était de jouer les pots main deck et de jouer les Fuva, même si j'ai horreur de ça, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Non, en fait, aujourd'hui, sur cet event, ce qui s'est passé, c'est que déjà, mes 3 premières rounds sont des rounds qui sont relativement costauds, puisque round 1, je tape Lancelot, round 2, je tape un mec de l'Armageddon, et round 3, je tape un gars de la Disciples. Donc, autant vous dire que bon, j'ai tapé un gars d'une des meilleures équipes de France, un gars d'une des meilleures équipes d'Italie, et un gars d'une des meilleures équipes d'Angleterre. Mis à part Lancelot, qui m'a mis un 2-0 sec, et qui a fait un play... Alors... Ça m'a fait mal au cul de le prendre, mais honnêtement, le play était magnifique et vraiment le tour que Lucas m'a mis sur la game 2, il était exceptionnel à voir. Les deux autres, c'était des matchs serrés et ça s'est joué un peu à la div de main. Donc, bon, écoutez, pas grand chose à dire pas grand chose à dire en plus de ça. Je vois dommage que... Bye. Ah non, pour le coup, les deux étaient... Enfin, les matchs étaient complexes, ça s'est joué à pas grand-chose, mais bon, c'était pas Steven. Moi, de quoi je vais vous parler derrière, c'est que, bon, bah, vous savez, maintenant, quand je pars en event et que je me fais sortir, je prends l'appareil photo et je fais des photos. Déjà, quand j'ai sorti l'appareil, pour je ne sais quelle raison obscure, était totalement déréglé. Et j'ai mis 1 heure à le régler. Donc déjà, ça m'a saoulé, ça m'a pas donné envie de faire des photos. Bref, je vlog un peu dans la salle et tout ça, et à un moment donné, vous le verrez dans le vlog, mais il y a un match fratricide entre Ludo et Pierre. Je filme ce match pour avoir des plans pour le vlog, et à un moment donné, il y a un juge italien qui vient me voir et qui fait « Ma, do you record ?» Et là, je dis, bah oui, oui, je suis en train de record, tu vois. Il me dit, you have to stop.
Je fais bah en fait frérot c'est mes deux mates qui sont là, donc je vais record le match, tu vois. Et il me dit, tu n'as pas la carte? Et tu vois, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui vient me casser les couilles? Je vais aller demander la carte en montrant la page YouTube Ares, on va me donner mon petit quadré et terminer mon soir, tu vois. Donc je fais, je lui dis, bah c'est bon, je record et puis derrière, je vais demander la carte, je reviens de voir et terminer mon soir. Il me dit, non. Il me dit, non, tu arrêtes de record et là, tu supprimes la vidéo devant moi. Et là, je fais, comment ça, mon ref, je supprime la vidéo devant toi? Qui es-tu? Qui es-tu, tu vois? Et et du coup, tu vois, il insiste. Et je lui dis, mais c'est bon, genre, lâche-moi un peu et tout. Et il me dit, en fait, je t'explique, si là tu supprimes pas la vidéo devant moi, j'appelle un head judge et attention, tu vois. Donc, grosso modo, il m'a dit, si tu fais pas ça, je vais le dire à maman. Et bon, maman a fait peur un petit peu quand même, parce que tu vois, j'aime bien aller en event, j'aime bien prendre des photos, j'aime bien être avec les copains, donc me faire bannir, c'était un peu moyen. Donc, là, on supprime la vidéo et mon mec qui est juste à côté de moi me dit très discrètement dans l'oreille, écoute mon ref, t'en as rien à foutre, supprime la vidéo et après tu vas dans ta corbeille et tu la ressors. Et comme ça tout le monde il est content, tu vois. Je fais, ah, mais t'es pas con toi. Du coup je me mets devant le judge italien, on supprime la vidéo, le judge italien il fait, ma, très content. Donc le judge est content, tu vois, parce que du coup la vidéo est supprimée et aussitôt remise sur mon téléphone. Et derrière je suis bah vas-y, le match est pas fini, je vais vite fait chercher la carte média et je recommence à filmer, tu vois. J'arrive au main stage. Et pour ceux qui savent pas, à l'époque, t'arrivais au main stage, tu montrais que t'avais une chaîne YouTube, on te filait une carte média. Voilà. C'était c'était aussi simple que ça, tu vois. Donc j'arrive et le gars me dit bah écoute, c'est mon premier event, je vais aller demander derrière comment ça se passe. Je fais ok, pas de problème. Il va demander et là, t'es bien. Le mec revient me voir. Il me dit alors en fait la policy elles ont changé maintenant. Un mois avant, tu dois envoyer un mail à Konami pour leur dire voilà j'ai une chaîne YouTube, voilà le lien. Faut que Konami la regarde, valide ce que tu fais et ensuite tu reçois un mail qui te dit que tu peux effectivement aller chercher un badge pour pouvoir filmer dans la salle. Et si tu n'as pas ce badge, tu ne peux pas prendre ni de vidéo, ni de photo de tout ce qui est en gros plan et où tu vois des cartes à jouer Konami, des cartes à jouer Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc non seulement j'ai pas pu filmer mes potes en train de jouer, mais en plus de ça, j'ai pas le droit de prendre de photos dans les events. Et ça, et ça c'était vraiment la nouvelle pour m'abattre, tu vois. Et j'avais vraiment trop le mort. Donc, bah écoutez, on enverra quand même la request à Konami. Mais quand ils vont voir des gros matchs DB sur la chaîne, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Donc bon. Tu pouvais filmer des cartes jaunes. Bah après, est-ce que je pouvais filmer des cartes chuches qui étaient pas encore sorties, vu que techniquement c'est pas encore réellement d'actualité? Peut-être. Enfin voilà. Un peu ce qui s'est passé sur ce CD, mais il s'est passé des belles dingueries. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Non mais on verra bien. Tout ce que j'espère c'est que Konami cassera pas trop les couilles sur les gens qu'ils acceptent ou pas. Donc on verra ça. Mais bon, c'est pas gagné connaissant notre diffuseur de jeux préféré. Je reprends un petit peu ce qui était dit un petit peu plus haut. Pourquoi il n'y avait pas les pots? En fait, les pots, je les joue en side. Parce que grosso modo, l'optique de side, c'était de toucher les pots pour avoir plus de couleurs et permettre d'aller chercher les floodgates plus facilement. Mais moi, je voulais absolument pas avoir les pots dans mon main deck parce que je trouvais que avoir un pot en going second, c'était réduire les chances de pouvoir trigger Olysio en tour 1. Et c'était pas ce que je voulais. Voilà.
Alors, sans le savoir avec Yusan, tu viens littéralement de faire une ref au vlog de cette année. Il est où, Rota? Moi, je voulais pas jouer de magie ou piège qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas ultra nécessaire. Et donc, du coup, j'en ai joué que 5 parce que je voulais maximiser mon nombre de couleurs. Pantera! Et je trouvais que Pantera était mieux. Voilà. Eh, mon Razen, je le voyais bien assez. Hein. Premier degré, je le voyais bien assez. Je le voyais bien assez. Et fun fact, toutes les mains où j'avais Pantera, j'avais Razen ou Madlove à côté. Donc bon, vous êtes d'élus. Voilà, le Rota ne m'aurait pas servi. Voilà. Et très personnellement, j'ai beaucoup aimé jouer cette liste, même si c'était peut-être pas la plus optique. Voilà, voilà. Mais bon, mis à part ça, pas grand chose de plus à redire sur mon CDE. J'ai plus conduit que joué à Yu-Gi-Oh! Sur ce week-end-là. Et ça, c'était catastrophique. Pendant 3 rounds, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Pas quoi dire, c'est pas comme si toutes les listes jouaient Rota, mais bref. Eh! Pendant un moment, il y avait toutes les listes Finsmith qui jouaient pas la piège, hein. Tu vois, donc peut-être que j'étais la révolution. Mais bon, ça c'est pas fini comme ça, apparemment. Sur la table quand tu shuffle. Ouais, tout de suite, ça fait des accusations qui sont graves. Quoi, on s'engageait quand il y a 24 heures de bagnole à faire? Ah, mais totalement. Totalement, totalement. Ouais, c'est exactement ça. Elle a passé plus de temps au kebab que sur les tables de jeu. Pas grand chose à dire en plus. Pas grand chose à dire en plus, si ce n'est que on va essayer de développer un peu plus la chaîne Twitch l'année prochaine. Et que j'espère que ce format de débat il va vous plaire. Parce qu'honnêtement, il me hype un peu, je vais pas vous mentir. Techniquement, au mois d'août aussi, il y aura le Millennium de Mathieu et celui de Florian Perica qui doivent sortir. Ils sont écrits, j'ai plus qu'à les tourner, mais je vous avoue que j'ai pas assez de temps dans ma vie. Genre vraiment, j'ai clairement pas assez de temps. Donc c'est un peu chiant. On va essayer de mettre celui avec Mathieu assez vite en place, quitte à ce que ce soit un soir dans la semaine. Et celui avec Perica, j'essaierai de le mettre 2 semaines plus tard, histoire de pouvoir les enchaîner, parce que mine de rien, j'ai du retard sur mes plannings de Millennium, vu que fin août, techniquement, je suis censé en avoir un autre. Donc là, il y en a 3 qui vont s'enchaîner très 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 vite. Et voilà. Bon, est-ce que vous voulez parler de choses en particulier ou pas? Ou sinon, on se fait... Parce que j'avais dit que je restais en stream jusqu'à 16h30. Vous le savez pas, il a book ses invités un an à l'avance. J'ai book mes invités un an à l'avance, et effectivement. Je peux vous dire qui seront les invités, les prochains invités, d'ailleurs, sur les 2 prochains qui arriveront derrière. Il y en a un sur lequel j'ai pas encore tout à fait la certitude, mais je peux déjà vous en valider 2 100%, tu vois. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de se faire une petite... Putain, une petite heure de review de vidéos YouTube. Parce que ça, pour le coup, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et le reste de kebab partagé en ligne. On peut se faire des petites reviews. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ça aussi passer, mais je suis passé sur la chaîne de Tero pour parler un petit peu de l'équipe. Donc de ce que Tero m'a dit, la vidéo sera dispo, enfin en free access d'ici quelques mois, au moment où il était sorti. Donc je reverrai avec lui pour savoir quand est-ce que tout le monde pourra la voir. Mais si vous voulez soutenir Tero, n'hésitez pas à lâcher vos 3 balles pour pouvoir voir la vidéo. Les autres, d'ailleurs, les autres podcasts sont super intéressants aussi. Pour le coup, j'ai été voir ça et c'était plus cool. Bon,
Et bah sur ces belles choses, moi je partirais bien sur petit review. Si je file un petit billet à l'arrêt, si je peux voir la vidéo. Faudrait que je vois avec Théo parce que pour le coup c'est son format, tu vois. Moi je peux pas prendre une décision comme ça. Mais au pire du pire, on attendra qu'elle soit en free access et on se la mettra tous ensemble. Hein. Tu sais, moi ça ne me dérange pas aussi dans ce sens-là. Bah écoutez, ça fait 1 heure, nickel. Si tu joues à Yu-Gi-Oh, peu importe. Hop. Hop là. Porte ton niveau, peu importe d'où tu viens, il y a un moment que tu attends plus que tout, la banlist. Gimmick Puppet Nightmare. Là, par exemple, c'est Jérôme, représentant de Konami, qui annonce l'interdiction d'une carte détestée par les joueurs, Poupée truquée du cauchemar. Lorsqu'elle touche le terrain, elle t'empêche d'invoquer quoi que ce soit sauf d'autres poupées truquées jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire que si tu la donnes à ton adversaire, comme avec Albion le dragon sanctifeux, tu le bloques totalement. Ultra toxique, on comprend les cris de joie de la foule quand enfin on la bannit. Elle n'est pas seule, on compte plus d'une centaine de cartes sur la banlist. Celle qui y reste souvent pendant des années et certaines peuvent ne jamais en ressortir. Trop puissantes, trop toxiques, il y a des cartes qui, si on les libérait, pourraient ruiner Yu-Gi-Oh pour toujours. On en a déjà parlé de plusieurs dans une autre vidéo, mais il en reste encore beaucoup. Moi c'est Théromic et aujourd'hui on refait un tour du côté des cartes interdites. Quelles sont les 5 cartes qui ne devraient jamais revenir et qu'est-ce qui se passerait si on les ramenait dans le jeu? Mais c'est parce qu'Alex c'est juste un rageux. Lorsqu'une carte est bannie, c'est qu'elle devient très dure à trouver. Alors comment terminer ta collection? On est à la Japan Expo et la Japan Expo, c'est le meilleur endroit pour trouver des goodies Yu-Gi-Oh! Venez! Amateur comme professionnel, chaque année je fais le tour des stands pour agrandir ma collection. En cherchant bien, on peut trouver des cartes et des prints magnifiques, regardez-moi ça. On a trouvé plein de trucs, malheureusement tout ça c'est que à la Japan Expo parce qu'en reste c'est introuvable. Mais heureusement si vous voulez avoir 24/24, j'ai un truc. Mercari est la marketplace en ligne la plus importante du Japon. La plateforme pour trouver des goodies animés super rares et introuvables en France. Mais souris. Mercari c'est la Japan Expo. Numéro Hop 5, là. Fiberjar. Attention, c'est peut-être un piège. Je prends le risque. Attends! À l'attaque! Dans le 13e épisode de Yu-Gi-Oh! Pendant son duel face à Yugi, Bakura retourne un monstre très particulier. Morphojar est un flip, une créature avec un effet qui s'active lorsqu'elle passe de face verso à face recto. La plupart du temps, du coup, quand on attaque. Je À pense ce que moment-là, très il honnêtement, force si chaque Fiberjar joueur à sortait, défausser toutes les cartes on de s'en sa battrait main, les couilles. puis en piocher 5 nouvelles. Pour une carte de 2002, c'est surpuissant. Imagine, tu poses toute ta main sur le terrain, puis tu la retournes, tu viens de gagner 5 cartes. Elle filtre ton deck et te permet de voir tes meilleurs atouts bien plus rapidement. Alors bien sûr, le risque c'est qu'elle donne des cartes à ton adversaire, mais au moins, toi, elle te donne les armes pour relancer une partie que peut-être t'étais en train de perdre. Morphojar est une des cartes les plus impactantes de son époque, et presque immédiatement, on la limite à une seule copie par deck. Ça empêche l'adversaire d'en jouer plein pour vider son deck en quelques tours, mais elle reste très forte, et surtout, elle est pas toute seule. La même année, Konami présente Morphojar 2. Si Morphojar était si bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Morphojar 2? Eh ben on l'a! Elle est là! Toujours un effet flip, quand tu la retournes, elle renvoie tous les monstres sur le terrain dans le deck. Ensuite, chaque joueur révèle les cartes du dessus de leur deck jusqu'à trouver le même nombre de monstres que ceux renvoyés par cet effet. Enfin, il les invoque et envoie le reste des cartes révélées au cimetière. Aussi dévastateur, elle change complètement le terrain. Elle transforme la partie d'un seul coup en vidant une bonne partie de ton deck au passage. Encore mieux, Cyberjar. Quand tu la retournes, elle détruit tous les monstres sur le terrain, puis chaque joueur révèle les 5 cartes du dessus de son deck. S'ils y trouvent des monstres de niveau 4 ou moins, ils les invoquent spécialement et ajoute le reste à leurs mains. Là, en plus de renverser la partie, elle remplit ta main en un Yo, instant. Monsieur Macaron. Partout, on la voit dans t'as loupé les grosses littéralement annonces. tous les decks de l'époque. Et on va même jusqu'à lui créer sa propre stratégie. On a fait 1 heure d'annonce avant ça. Se sert de Cyberjar et Morphojar pour vider le deck de ton adversaire en un seul tour. Composé à 90% de cartes magiques comme Livre de la Lune ou alors Livre de Taillou pour retourner Morphojar et Cyberjar en boucle. À chaque fois, ton adversaire pioche plein de cartes qu'il défausse pour ensuite repiocher de nouvelles et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien dans son deck. Un des premiers FTK de l'histoire. Entre 2004 et 2005, c'était une terreur, jouée par les pires trolls qui donnent encore des cauchemars à ceux... Alors, grosso modo, arrivée d'un nouveau format sur la chaîne dès la semaine prochaine qui s'appelle Aéropage, où grosso modo on mettra une question sur et le Twitter et le Discord de l'équipe
Si la question vous intéresse à traiter en live avec nous, vous envoyez un petit mail pour vous inscrire sur la session débat de ce format-là. Et vous allez avoir un débat de 20 à 30 minutes pour répondre à la question avec deux personnes de l'équipe, enfin une personne de l'équipe et moi. Et l'idée, c'est d'avoir des sessions de débat qui partent un petit peu dans tous les sens et d'avoir les avis un peu de la communauté vis-à-vis des annonces qui peuvent être faites, des sorties de cartes, des annonces de mercato, des améliorations de Konami, etc., etc. Mais l'idée, c'est de parler du jeu 2 fois par mois avec la communauté. Ça, c'est le premier format. Vendredi 8 août, on a notre première soirée show. Donc le show s'appelle Main Event, où en gros ça sera 3 matchs qui vont être mis en avant avec un match, on va dire, un peu spécial qu'on attend un petit peu plus. Donc celui de la semaine prochaine, en match d'ouverture, on aura Ludo contre Mathieu en format CDF 2022. Pour contexte, c'est que Mathieu n'a jamais réussi à battre Ludo sur cette année-là. Et donc du coup on veut voir si ça continue encore aujourd'hui en 2025. Deuxième match, ça sera Léo Giner, champion de France 2015, contre Terence Figueiredo, champion de France 2010, en format Edison. Et le main event de la soirée, ça sera Choco Choco contre Damien Valla, pour savoir si Choco Choco devait effectivement être champion de France mais qu'il n'a pas eu de chance. On a parlé aussi un petit peu du projet Athéna. Donc j'ai montré le logo officiel du projet, j'ai expliqué que ça sortirait entre la semaine du 15 août normalement. J'ai pas dit ce que c'était. On a parlé un petit peu des bruits de couloir qui parlaient du projet et qui disaient que c'était une équipe féminine. Et je disais que je trouvais ça assez marrant. On a parlé aussi du départ de notre community manager qui est Roman Pastore, qui a décidé d'arrêter de gérer le Twitter à partir d'aujourd'hui. Donc on a remercié Roman pour les travaux. On a aussi dit qu'il y allait avoir des annonces vis-à-vis de l'équipe qui devraient arriver courant de semaine. Alors je vous le dis, ce sera des mercatos, ce sera des départs et des arrivées dans l'équipe. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a fait un débrief rapide sur le CDE, on a parlé du vlog aussi qu'on avait tourné pour le CDE. Enfin, dans tous les cas, il y aura le replay qui arrivera sur la chaîne de replay incessamment sous peu. Donc voilà, ceux qui ne sont pas encore sur le Discord, point d'exclamation Discord pour rejoindre et pour pouvoir vous inscrire. Et puis pour les autres, rejoignez le Twitter. Ça lance ce lien et ça met le coach en commentaire. Alors, ce sera pas un WrestleMania, mais l'idée c'est d'essayer de faire des choses intéressantes. D'ailleurs, pour ce main event, on a essayé de passer l'étape au-dessus en termes de prod. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ça va vous faire plaisir. On essaye vraiment sur l'année prochaine de passer un cran encore au-dessus au niveau de la prod qu'on a simplement. Mais non, je vais bientôt pouvoir dire que je suis recruté. Ah, pas tout de suite, hein. Depuis le week-end dernier, je rêve de petits chats. Cause de toi, bien sûr. Mais en même temps, c'est exceptionnel. Yumi, meilleur deck. Yumi, meilleur deck. Moi, je le dis. Donc voilà. J'ai fait l'open avec la télé. Fais le set. Mais tu traînes partout, Ben. C'est pour ça. Donc voilà pour ce qui est un petit peu des annonces. Et normalement, j'ai rien oublié. Mais ça fait déjà pas mal, quoi. Ceux qui l'ont connu. Immédiatement, Cyberjar est interdite. Les deux Morphojars, elles, survivent jusqu'en 2014 avant de, elles aussi, passer à la trappe. À cette époque, le jeu était devenu beaucoup plus rapide et récupérer autant de cartes d'un seul coup te permettait de créer des stratégies abominables. Elle reste ainsi comme ça presque 10 ans jusqu'à ce qu'il y a quelques années, on décide de les faire revenir. Aujourd'hui, les effets flips sont beaucoup trop lents. Poser un monstre et attendre un tour, plus personne ne fait ça. De même, t'as d'autres bien meilleures manières de piocher plein de cartes, alors de raser tes
terrain. Finalement, Bah oui. il faut aussi se dire que les jarres sont extrêmement fragiles face aux end-traps. Genre une floraison de cendres les arrête toutes. Et ça enterre Empty Jar, parce que faire piocher ton adversaire toutes les cartes de son deck, ça veut aussi dire lui donner toutes les end-traps pour te stopper. Depuis, on a eu de nouvelles jarres, comme jarre cupide, jarre absorbante ou alors jarre inversée, mais aucune ne se démarque. Les terreurs de l'ancien Yu-Gi-Oh! Ne font plus peur à personne. La dernière encore interdite s'appelle Fiber Jar. Effet flip, chaque joueur renvoie toutes les cartes de sa main, terrain et cimetière dans le deck et pioche 5 cartes. Un reset total, c'est comme si tu redémarrais le duel. Elle est bannie très tôt et elle est illégale depuis plus de 20 ans. Techniquement, pour toutes les raisons évoquées plus haut, aujourd'hui elle pourrait revenir sans poser trop de problèmes. Mais ça serait une mauvaise idée. Fiber Jar est une carte qui rallonge terriblement la partie. Elle te force presque à faire 2 duels en un. En tournoi, ça Oui, serait une horreur mais il y a une à nouvelle gérer. règle Du du coup, c'est time. drôle sur le papier mais terrible en pratique. Elle est bien mieux là où elle est. Numéro 4, Ordre Impérial. Rendez la carte. C'est bon? Rendez la carte. Aucune floodgate ne mérite d'être bannie. Sachez-le. Elles méritent toutes d'être au moins un dans ce jeu de merde. Rendez la carte. Et si, pour seulement 700 points de vie par tour, cette carte est capable d'annuler toutes vos cartes magiques. Je sais pas à quoi ils pensaient quand ils ont imprimé cette carte. Les premières magies de Yu-Gi-Oh! Sont incroyables. Pot de cupidité, charité gracieuse, tout interdit à ce jour, mais à l'époque, quand elles dominaient encore le jeu, les designers se sont dit qu'il fallait une manière de les contrer. C'est là que vient Ordre Impérial. Non, vous êtes juste des rageux, c'est tout. Déjà, rien que pour le fait que ça encule SS, ça mérite d'être dans le jeu. Piège continue, tant qu'elle est là, elle annule toutes les magies sur le terrain. Impensable, une carte qui bloque un tiers du jeu, et même possiblement le meilleur tiers. Bordel. Oh merde. Monde Délus a littéralement volé la finale du CDF 2019. Non mais les gars... Les gars, ne pas laisser SS gagner un tournoi, c'est la base. C'est la base. Voilà, remettez cette carte, elle est très bien dans le jeu. Les magies, c'est justement les cartes qui sont censées te débarrasser de ce genre de menaces. Genre Jinzo bloque les pièges, Raigeki. Absorption de compétences retire tes effets de monstres, Typhon d'espace mystique. Mais du coup, au début, des manières de détruire l'ordre impérial, il y en avait Bah t'actives Tornade de poussière et tu casses pas les couilles. Voilà. presque pas. Quand il était là, t'étais bloqué. Et le pire, c'est que son coup, censé être son défaut, est en réalité son plus grand avantage. Puisque tu peux choisir de ne pas payer son coup et donc de détruire la carte, tu peux par exemple la retourner pendant le tour de l'adversaire, c'est plus vrai, l'empêcher de ça. jouer, puis au début de ton tour la détruire et activer tes magies sans encombre. Du coup, même si sur le papier Ordre Impérial affecte les deux joueurs, en pratique c'est toujours uniquement ton adversaire qui trinque. C'est une des cartes les plus frustrantes de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Aucune raison de ne pas la jouer, elle favorise juste trop celui qui l'active et donc elle est partout. Immédiatement on la limite à une seule copie par deck et fin 2004 elle est bannie. Merci, voilà, une erreur de corriger, au moins on la reverra plus. Attends, quoi? I'm fucking done. Alors là, c'est Simo, un youtubeur Yu-Gi-Oh! Qui, en 2016, se rend compte que Konami vient d'annoncer le grand retour d'Ordre Impérial. Après, c'est pas exactement la même. On lui donne un errata, on modifie légèrement son effet. Alors la carte annule toujours les magies sur le terrain, mais maintenant t'es obligé de payer les 700 points de vie pour la garder. Alors comme ça, tu peux te dire que c'est bien, maintenant tu peux plus t'en débarrasser quand tu veux, elle affecte vraiment les deux joueurs. Sauf que... Oh, vous êtes juste non, traumatisé. En 12 ans, le jeu s'est métamorphosé. Maintenant, le gros de la partie se fait pendant les 2 premiers tours. Du coup, si tu commences, tu peux juste faire tout ton combo, activer toutes les magies que tu veux, puis au début du tour de l'adversaire, tu retournes Ordre Impérial. Il peut rien faire, il passe son tour, et toi t'as déjà une armée de monstres pour le tuer, sans avoir besoin d'activer une carte de plus. Aucun désavantage, ça revient exactement au même. Surtout, depuis, les decks ont des magies beaucoup plus puissantes. Fusion brillante, Engage, peu d'extravagance, des cartes cruciales pour leur stratégie. Les annuler gratuitement, comme ça, c'est pas juste. À nouveau, Ordre Impérial est partout. Déjà que Yu-Gi-Oh! Favorise grandement celui qui joue en premier, ça rendait les matchs encore plus frustrants. Les joueurs s'en plaignent pendant des années et enfin, en 2022, Ordre Impérial est interdit à nouveau. Jour noir, C'est ça. une des très très rares cartes qui s'est fait interdire à 2 reprises. On espère que Konami aura compris la leçon et ne le ramènera plus jamais. Numéro 3, Simorgh, oiseau de la souveraineté. Certaines cartes sont trop fortes pour leur propre deck. En 2006, les joueurs découvraient Simorgh, oiseau de la divinité. Tête d'affiche de
Seigneur des Tempêtes, un des pires decks de structure de toute l'histoire du jeu. Il fait un peu de dégâts à la fin de chaque tour en fonction des magies et pièges qu'il y a sur le terrain. Pour un monstre à 2 sacrifices, c'est vraiment nul. On se rappelle davantage de lui pour sa version ténébreuse. Elle s'invoque spécialement de ta main et elle empêche ton adversaire de poser des cartes, ce qui est utile pour bloquer ses pièges. Ça aurait pu s'arrêter là, un gros oiseau, une tentative ratée comme tellement d'autres, mais en Ah, mine mystique, incroyable la carte. Incroyable. Dans le soulèvement de la fureur, ils sortent 10 nouvelles cartes Simorgh, les bases d'une vraie stratégie qui s'est complètement cassé la gueule. Le problème c'est que pour activer leurs effets, tous les Simorgh demandent que ton adversaire n'ait aucune carte dans sa zone magie et piège. Ça les rend injouables. Une partie sur deux, tes combos ne fonctionnent pas, parce que en fait, c'est la base de Yu-Gi-Oh! Les magies et pièges, donc c'est dur de pas en avoir. Si on veut les sauver, il faudrait une carte qui fait tout, qui règle tous les problèmes. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Sorti en 2020, Duel Overload est un des sets les plus broken de ces dernières années. Dedans, reste une dizaine de liens aujourd'hui interdites dont on a déjà parlé, comme Transporteur Union, Anaconda ou alors Alkifibrax. Et dans le lot, Simorgh, Oiseau de la Souveraineté. Lien 3, déjà ton adversaire ne peut pas cibler les monstres en dessous d'elle avec des effets de cartes. Et surtout, à la fin de chaque tour, Simorgh peut invoquer un monstre bête ailé de ton deck d'un niveau égal ou inférieur au nombre de zones magie et pièges inutilisées sur le terrain. N'importe quel bête ailé, gratuitement, depuis ton deck. C'est fantastique. Alors oui, techniquement tu peux invoquer tous les Simorgh que tu veux, mais pourquoi tu ferais ça? Ils sont tous nuls. Amène plutôt Apex Aviaire de la Vallée de Brume. Niveau 7, quand ton adversaire active une carte, tu peux le renvoyer dans ta main pour l'annuler. Encore mieux, Statue Barrière des Tempêtes. Tant qu'elle est là, chaque joueur ne peut invoquer que des monstres vents. Tu le mélanges avec les Tribrigades et les Lyrilusc pour l'invoquer très facilement, tu fais un gros combo, puis à la fin de ton tour, tu utilises Simorgh pour sortir barrière et bloquer l'adversaire complètement. Et la baie Absolument horrible. Face à ça, il y a très peu de solutions et la plupart du temps, Simorgh suffit à gagner la partie à lui tout seul. Il devient le centre de Tribrigade Lyrilusc ou Bird Up, une stratégie qui mélange bête guerrier et bête ailé pour construire un terrain impassable. Il domine complètement les premiers mois de Master Duel. Finalement, début 2022, Konami décide que c'est assez et interdit Simorgh. Ouais, dehors. Et quelques temps plus tard, c'est la Barrière des Tempêtes qui passe à son tour. Ouais, j'aime pas les cartes qui empêchent les autres de jouer, moi. Trop de problèmes de design. Les cartes monstres comme ça là. Tu ne peux pas créer de nouvelles bêtes ailées trop puissantes parce qu'il peut juste gratuitement les invoquer du deck. Le pire, c'est que dans tout ça, l'Oiseau de la Souveraineté n'a jamais rendu son propre archétype jouable. Les autres Simorgh, eux, restent nuls. En fait, puisqu'il était trop générique, on l'a juste utilisé dans de meilleures stratégies. S'il avait été plus restreint, plus centré autour de ses propres cartes, il aurait peut-être donné une chance aux oiseaux. Jamais. Il n'aurait peut-être pas été banni. Numéro 2, Fusion dimensionnelle. Incroyable. Banni, ça voulait dire qu'il était retiré du jeu pour toujours. Impossible de le ramener avec Monster Reborn, tu t'en étais définitivement débarrassé. Enfin, ça, c'était avant qu'on décide de briser toutes les règles. En 2004, Invasion des Ténèbres chamboule Yu-Gi-Oh! Avec des cartes terriblement puissantes comme Sorcier du Chaos, Émissaire du Commencement et Émissaire de l'Achèvement. Tous avec des effets révolutionnaires pour l'époque qui s'invoquent en retirant du jeu un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis ton cimetière. Donc tu accumules des ressources puis tu les bannis pour amener un mur de gros monstres. Fun, mais c'est là que Konami est allé trop loin. Dans le même set sort Fusion dimensionnelle. Magie normale, contre 2000 points de vie, chaque joueur invoque autant de monstres retirés du jeu que possible. Genre imagine une carte qui te permettrait de réanimer tout ton cimetière d'un coup comme ça gratuitement, bah là c'est ça s'appelle sous charge. Mais en mieux. Tu commences par utiliser les monstres de ton cimetière comme ressources, puis tu les ramènes, comme ça. Alors oui, ton adversaire peut aussi invoquer ses propres créatures, mais c'est ton tour. T'as suffisamment de monstres pour raser son terrain et même le tuer. Plus on explore les possibilités de fusion dimensionnelle, plus on découvre des trucs horribles. Certains le mélangent avec Naga Cyber, qui bannit 2 monstres pour piocher 2 cartes. Comme ça, bah tu les ramènes puis tu le refais en boucle pour piocher presque tout ton deck. D'autres le couplent au magicien du chaos sombre. Lorsqu'il arrive, il reprend une magie de ton cimetière dans ta main. Une manière de recycler fusion dimensionnelle encore et encore. Accompagne-la de magie économique qui permet de l'activer sans payer de points de vie et du soldat canon qui sacrifie un monstre pour infliger 500 points de dégâts à ton adversaire. Tu sacrifies alors le magicien que tu ramènes en boucle jusqu'à vider ton adversaire de toute sa vie, un FTK. C'est juste abusé. Rapidement, la carte est limitée à une seule copie par deck, mais elle reste au sommet des tournois. Considérée comme une des magies les plus puissantes du jeu, plus le temps passe et plus on a de nouvelles manières de bannir des cartes et donc plus elle devient forte. En 2008,
elle brille aux côtés du dragon armé des ténèbres. Il rase le terrain adverse en retirant du jeu des monstres ténèbres de ton cimetière, que tu ramènes ensuite avec la fusion dimensionnelle pour le tuer sur le champ. Sans les trop, 4 ans après sa sortie, Konami l'interdit pour de bon. Elle est sur la banlist depuis 17 ans, et elle ne peut jamais en sortir. Déjà, aujourd'hui, les decks qui bannissent plein de cartes sont monnaie courante. Du coup, une carte qui dit « remplis ton terrain gratuitement » permettrait des combos inhumains et pas fun. Mais surtout, en fait, depuis, on a des manières de la chercher. Même si elle n'a rien à voir avec les monstres violets dans l'extra deck, Fusion Dimensionnelle a Fusion dans son nom. Donc techniquement, tu pourrais l'ajouter de ton deck à ta main avec un Sabatier Yes, la des pierre bisous, philosophale Ténébra. ou Darlingtonia Cobra près d'Aplante. De base, elles sont censées aider les decks qui invoquent de vraies fusions, mais là, elles deviendraient juste des moyens d'accéder à une des cartes les plus terribles de Yu-Gi-Oh! Numéro 1, Venin affamé, roi suprême du dragon. Dans Yu-Gi-Oh! Arc 5, la série avec les pendules, le méchant principal s'appelle Yuri. Alter ego maléfique du héros, dans l'épisode 91, il révèle sa carte maîtresse, Dragon Fusion Venin affamé. Lorsqu'il arrive, il gagne l'attaque d'un monstre de l'adversaire. Ensuite, une fois par tour, il peut copier les effets d'une autre créature sur le terrain, et enfin, s'il meurt, il emporte tous les autres monstres en jeu avec lui dans la tombe. Une vraie menace, surtout que pour l'invoquer, t'as juste besoin de 2 monstres ténèbres. Très utile quand tu le couples avec Super Polymérisation, qui fait une fusion en utilisant les cartes de ton adversaire. Du coup, si ce dernier a un terrain rempli de créatures ténèbres, tu peux juste t'en débarrasser pour invoquer ton propre gros dragon. Sauf que lui, il est toujours légal. En fait, la carte dont on vous parle, c'est la version d'au-dessus. À la fin de Arc 5, le boss final, Zark combine les dragons de chaque protagoniste dans des formes encore plus puissantes. Celui de Yuri devient alors Venin affamé, roi suprême du dragon. Niveau 8, 2800, s'invoque sans polymérisation, juste en sacrifiant 2 monstres pendules ténèbres que tu contrôles. Bref, ultra simple. Comme la version de base, une fois par tour, tu peux copier l'effet d'un monstre sur le terrain. Mais là, Ah, tu peux aussi en PTT choisir c'est un que Five tu en vrai. contrôles Genre, ou dans ton cimetière. Une petite différence qui Ouais, brise PTT, je suis d'accord, faut que ça complètement la dégage. carte. On en avait déjà parlé il y a longtemps avec Neptune le Tyran, mais copier un effet au cimetière, c'est extrêmement dangereux. T'as des monstres avec des capacités surpuissantes, équilibrées uniquement par le fait qu'elles sont très dures à sortir. Mais en contournant ça, Venin affamé devient capable des pires atrocités. Par exemple, prends l'Irilosk Rossignol indépendant. Elle gagne 500 d'attaque pour chaque étoile qu'elle a, et une fois par tour, tu peux infliger à ton adversaire des dégâts égaux à son niveau x 500. Alors de base, elle est niveau 1, donc ça va. Mais si tu copies ses effets avec un venin affamé, alors d'un coup, t'as un dragon à 6800 qui burn ton adversaire de 4000 par tour. Sors-en un deuxième, ce qui dans un deck pendule n'est pas très dur à faire, pour lui infliger 8000 points de dégâts dès le premier tour et le tuer avant qu'il n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Venin affamé est un des FTK les plus efficaces de toute l'histoire du jeu. Il a des dizaines de tops autant en 2017 qu'en 2018. Ça n'aide pas que le deck qui le joue, Magicien Pendule, est déjà très fort sans lui. De base, une excellente stratégie qui, cerise sur le gâteau, peut te FTK quand sa main est assez bonne. Vraiment pas une bonne époque pour jouer à Yu-Gi-Oh! Ce qui est étrange, En vrai, c'est que ça alors allait même à que tout l'époque, monde tu le s'en prenais pas plaignait, tant que elle ça. est restée légale pendant presque 2 ans, ce qui pour une carte capable de faire des FTK est gigantesque. C'est sûrement parce que c'est un monstre iconique de l'animé qu'on peut plus difficilement interdire. On suppose qu'il faut davantage de validation pour s'assurer que ça ne fera pas de mal à l'image de la licence. C'était par exemple le cas du dragon par feu, lui aussi ultra toxique et beaucoup trop fort pour l'époque, qui a survécu bien longtemps parce que c'était le monstre fétiche du héros de Yu-Gi-Oh! Vrains. À la place, après avoir banni J'en ai Venin pas pris affamé, tant que ça, on a moi, dans fait la gueule, hein. une autre version. Dragon Fusion prêt à pouvoir Venin affamé. Alors il copie plus les effets, mais il annule ceux des autres. C'est toujours fort, mais moins dangereux. En fait, même si on interdisait Rossignol, je pense pas que Venin affamé puisse revenir. Son effet est juste trop polyvalent, c'est impossible de prévoir tout ce qu'il peut faire. S'il revenait, un jour ou l'autre on trouvera un autre combo débile qui le rendra encore plus broken, il est bien mieux sur la banlist. Si certaines cartes sont interdites à cause de leur puissance, d'autres le sont aussi parce qu'elles polarisent trop Yu-Gi-Oh! Leur simple existence bloque des pans tout entiers du jeu. En plus de limiter les possibilités pour les futures cartes, elles rendent Elle avait rien Yu-Gi-Oh! demandé, c'est moins bonne fun. limite. Il en reste encore beaucoup dans le genre, donc dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on replonge encore une fois dans le sujet. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Teromic, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite. Ah non, elle avait rien fait. Méritait pas ça.
Dans Yu-Gi-Oh, il y a plus de 740 archétypes différents. 740 séries de cartes créées spécialement pour fonctionner ensemble. Guerrier, dragon, machine, du dragon blanc aux yeux bleus aux assauts de l'air en passant par les bêtes sacrées, les insectors, les rouages anciens, notre jeu tourne autour des archétypes. Chacun avec ses propres mécaniques, ils forment la base de ton deck. Même si certains sont incroyables, d'autres sont abyssalement Non, nuls. t'abuses. Des stratégies si médiocres qu'on se demandait à quoi Konami pensait lorsqu'ils les ont imprimées. Genre dans Yu-Gi-Oh! GX, j'ai jamais compris le deck de Cyrus, l'héroïde. Des véhicules avec des yeux. Alors je veux bien que dans l'animé c'est censé être le plus faible du groupe, mais là c'est n'importe quoi. Ces monstres font tous des choses différentes. Ils boostent leur attaque, se protègent du combat, y a aucune synergie. Et là tu me dis que t'es censé en fait les assembler pour former de grosses fusions qui elles-mêmes ne font rien. Non mais non. Plusieurs fois on a tenté de le sauver, mais impossible. Ça fait depuis un moment que j'ai un pourquoi personne ne joue dessus, mais juste y a rien à dire et le concept est inexistant, rien ne va, le deck est raté. Et c'est pas le seul. Yu-Gi-Oh! Regorge d'archétypes cassés. Pour chaque stratégie incroyable, il y en a toujours 5 claqués au sol juste derrière. Mais Oh, les est-ce qu'on crawlers. peut trouver les Oh pires? merde. Moi c'est Théromique et aujourd'hui on parle des decks ratés. T'es dans cette relation qui font toxique avec de leur mieux, tu mais t'en qui rends sont compte. tellement Oh, à nuls tout de que suite. personne ne les joue. Le Spadassin silencieux. À la fin de la première Tout de suite, génération c'est pas de vrai. Yu-Gi-Oh, C'est l'esprit une du relation pharaon très est saine. éjecté du corps de Yugi. Maintenant obligé de se défendre seul, le héros construit son propre deck. Et lors de son ultime duel contre Bakura, il surprend tout le monde avec ça. C'est à moi de jouer, ce qui veut dire que mon chevalier silencieux est passé du niveau 0 au niveau 1. Très faible au premier regard, à chaque tour qui passe, son Spadassin silencieux monte de niveau et gagne de l'attaque. 1500, 3000, 4500, il finit par devenir gigantesque et terrasse Bakura. Un monstre qui évolue en temps réel. L'idée est excellente. On la revoit rapidement dans GX quand Chad révèle ses dragons armés, tous de plus en plus gros. Sauf que, en Une économie retrain semaine limite et t'as le droit de l'activer que si tu n'as pas invoqué de monstre spécialement du duel. Comme ça, au moins, t'assumes d'être toxique et que tu veux jouer parce que t'es un boomer et on bat Flunder. Non. vrai, il fonctionne un peu différemment. Sorti en 2004 dans l'âme du duelliste, au début de ton tour, Dragon armé niveau 3 peut se sacrifier pour sortir un niveau 5 de ton deck. C'est parti! Dragon armé de niveau 5, montre-toi! 2400, en défaussant une carte, il peut détruire un monstre de l'adversaire qui a moins d'attaque que lui. Puis, s'il détruit un monstre au combat, alors il amène un niveau 7 et enfin un niveau 10 qui, eux, détruisent tous les monstres sur le terrain. Alors, sur le papier, pourquoi pas, mais en vrai, c'est beaucoup trop lent. En supposant que ton petit dragon survit un tour, le fait que le niveau 5 doit détruire un monstre au combat pour sortir la version suivante rend le tout bien trop laborieux. Tout ça pour ce qui est essentiellement un vortex foudroyant sur pattes, ça vaut pas le coup. Surtout quand tu pioches les gros niveaux, mais pas les petits. Là, juste t'es bloqué, tu peux rien faire, tu brilles tout le temps, c'est quoi ça? Et c'est le même problème pour le Spadassin silencieux. Alors Pour ils sont gratter quand même un peu mieux. abo. Déjà ils sont protégés des effets des cartes magiques, et pour Bah, sortir super. le niveau 7, pas besoin de détruire un monstre, tu dois juste infliger des dégâts à Essaye de me l'adversaire. racketter. Et en plus de ces 2800, sa forme finale annule toutes les magies sur le terrain. Une compétence rare et très puissante. Malheureusement, toujours le même problème, c'est trop lent. En plus d'attendre au moins 2 tours pendant lesquels ton Spadassin doit survivre, le niveau 3 et le niveau 5 ne sont pas si forts que ça. C'est juste des poids morts dans ton deck. Alors en fait, les seuls monstres niveau qu'on a vu dans la compétition, c'est le Spadassin mystique niveau 2. S'il attaque un monstre en position de défense face verso, il le détruit sans le retourner. Au début, c'était très cool pour éviter de déclencher des effets flip comme celui d'insecte mangeur d'hommes. Le truc, c'est que tu le joues juste lui, pas son niveau 4 ou son niveau 6 qui font plus ou moins la même chose, mais avec de meilleures stats. Donc oui, tu joues un monstre niveau, mais sans utiliser sa mécanique, c'est juste une créature isolée. Les seuls niveaux qui tiennent la route, c'est les Horus. Dragon de la flamme noire niveau 4 invoque un niveau 6 insensible aux effets des cartes magiques, comme le Spadassin silencieux. Ensuite, lorsqu'il détruit un monstre au combat, tu peux le sacrifier pour sortir Horus Dragon de la flamme noire niveau 8. 3000 qui peut annuler toutes les cartes magiques de ton adversaire. Juste le monstre de Yugi en mieux. Il a plus d'attaque et il n'annule pas tes propres cartes magiques. Son effet est incroyable, très rare pour l'époque, qui bloque un tiers du jeu de ton adversaire. Enfin, le jeu en vaut la chandelle. Et surtout, tu peux l'amener encore plus vite sur le terrain grâce à monter de niveau. On le voit de temps en temps, jamais au sommet des tournois, mais capable de prendre ses adversaires par surprise. Mais ça montre la puissance que tu dois mettre dans un niveau juste pour équilibrer tout le reste de ses défauts. Il y a clairement un problème. Konami décide de changer un peu la formule avec le magicien silencieux niveau 4. 1000 de base, mais à chaque fois que ton adversaire pioche, elle gagne un compteur magie qui la booste de 500 d'attaque. Puis au 5e compteur, tu peux la sacrifier pour sortir magicien silencieux niveau 8. 3500,
insensible aux effets de magie de l'adversaire. Là du coup on se débarrasse des niveaux intermédiaires, ça le rend plus proche de l'animé. Après 5 tours, ça reste super lent. La plupart du temps, ton magicien silencieux se fait détruire à coup sûr. Absent des tournois, progressivement, le magicien, le spadassin, Horus et tous les autres niveaux tombent dans l'oubli. Quelques années plus tard, Konami revient avec les reines charmeuses, capables de voler les monstres adverses, C'est mais pas encore une une piège fois continu. trop fragile Ça m'intéresse et trop pas. lent. L'entreprise abandonne. Ils finissent par ressortir un spadassin et un magicien silencieux sans niveau. Alors ils sont très cool, sauf que c'est une sorte d'aveu de défaite, la preuve que les niveaux ne fonctionnent pas. Si on veut du changement, il faut attendre 2021, car dans Vortex Embrasé sortent les Dragons Armés du Tonnerre. Remake total des monstres de Tchad et une toute nouvelle approche des niveaux. Plus besoin d'attendre, dès le premier tour, tu peux tous les sortir les uns après les autres en défaussant une carte de ta main. Et justement, si tes dragons sont défaussés, ils ont des effets bonus. Niveau 3, pioche une carte, niveau 5, cherche un dragon vent, niveau 7, une carte dragon armé. Alors en théorie, c'est vraiment bien. Le problème, c'est leur boss. Tout ça sert à sortir Dragon Armé du Tonnerre niveau 10, qui pendant le tour de chaque joueur peut détruire une carte sur le terrain. Ouais, défausser toute ta main pour finir juste là-dessus, c'est un peu limite, et du coup, on ne l'a jamais vu en tournoi. Même si les Dragons Armés du Tonnerre remettent les niveaux au goût du jour, ils ne règlent pas leur problème fondamental, à savoir beaucoup de cartes pour pas grand-chose. T'es toujours là à remplir ton deck de niveaux intermédiaires qui ne font rien quand tu les pioches. En fait, paradoxalement, aujourd'hui, si tu veux un deck avec un feeling de niveau, regarde du côté des parler du support trop Draco, c'est de la merde. Zodiac ou alors Purly qui superposent des Xyz les unes par-dessus les autres pour gagner de nouveaux effets. C'est rapide, on retrouve l'idée d'un monstre qui gagne progressivement en puissance, et surtout puisqu'ils ne sont que dans ton extra deck, t'as plus de problème de briques. Techniquement, les niveaux sont toujours là, mais juste ils n'ont plus le même nom. Mais la mécanique de base, elle semble bel et bien insauvable. Les modes assaut. Oh, ça aussi c'est nul, hein. Il y a 12 versions du dragon poussière d'étoile. Entre le quasar filant et ses 4000 et le dragon majestueux qui rase le terrain, le monstre fétiche de Yusei dans 5D est une des créatures les plus reconnaissables du jeu. Mais dans le lot, il y en a un pas comme les autres. Dans un épisode spécial de l'animé, Yusei sacrifie son monstre et retourne une piège, activation mode assaut. Il sort alors un dragon poussière d'étoile encore plus puissant. De base, une synchro de niveau 8, 2500 d'attaque. Lorsque ton adversaire active une carte qui va détruire quelque chose sur le terrain, tu peux le sacrifier pour l'annuler. Puis à la fin du tour, ton dragon revient sur le terrain. Avec 3000 d'attaque, son mode assaut suit le même concept, sauf que là, il peut annuler n'importe quelle carte. Magie... Non. Moi je vous le dis. Si tu voulais remettre Draco au goût du jour, t'avais un truc qui était tout bête à faire, et en plus tu assainis la version de True Draco. C'est que grosso modo, Maiden, Ignis et Dynamite, tu leur fais des versions d'extra deck, soit des Link 1, soit des synchros, soit des... Enfin, ce que tu veux, qui dit, tu sacrifies l'originel pour l'invoquer depuis l'extra deck. C'est la mécanique des Link 1, tu vois. Et dessus, tu leur greffes l'effet du monstre qu'ils ont tribute, plus un effet en supplémentaire, tu vois. Tu gardes la mécanique du deck, mais tu joues un extra deck obligatoirement pour pouvoir booster ta façon de travailler le deck. Et donc du coup ça fait que tu peux plus jouer Erupt et que tu peux plus jouer une grosse partie des Floodgate, parce que au pire tu les mets plus Wyrm et tu les mets, je sais pas, magicien, guerrier et dinosaure au hasard, tu vois. Et du coup ça fait que tu peux plus jouer ni Gozen, ni Rivalry, ni Tikaboo, ni quoi que ce soit. Et t'as modifié toute la mécanique de ton deck en gardant l'idée de se dire bon bah voilà, tu tributes pour invoquer le monstre principal. Et t'as réussi à créer une nouvelle un nouveau dynamisme, tu vois. Genre par exemple, tu vois, le Dynamite, il peut dire si ton adversaire active une carte, tu poses une carte depuis ton deck. Mais si tu as cette version-là, bah tu peux l'invoquer, tu peux activer la carte de où tu veux, donc depuis ton cimetière aussi, tu vois. Ou tu peux reset un effet de carte que tu as activé, ou ce genre de conneries, tu vois. Mais en gros, tu gardes l'âme du deck, puisque ce qui est l'âme du deck, c'est le fait de tribute des magies et pièges. Mais tu as juste augmenté la capacité de jeu du deck. Et je trouve ça très dommage de ne pas l'avoir fait et de nous avoir pondu des merdes qui nous ont pondu là. Voilà. Monstre piège, il dit non. C'est une des toutes premières Omni-Negate du jeu. Une carte qui peut annuler toutes les autres. Et surtout, à chaque fois, il revient pour recommencer au tour suivant. Et si jamais t'as...
En vrai, moi, tu me donnes diagramme à 3 et pas Demise et tu changes la mécanique. Mais moi, ce que j'aime dans les trous Draco, c'est aussi toute la mécanique qui joue avec les trappes et les PJ trous Draco. Hein. Faut pas croire, les frères. Hein. Jouer des floodgates, c'est un plus dans le deck, tu vois. Et moi, tu me remets juste diagramme. Bon, résoudre Demise, ça a quand même une sensation, tu vois. Mais moi, tu me mets juste diagramme, ça me suffit. Hein. Diagramme à 3, je suis très content. T'arrives à t'en débarrasser, et ben il ramène ton dragon poussière d'étoile du cimetière comme follow-up. Pour l'époque, c'est incroyable, et en vrai, c'est pas si galère à mettre en place. Invoquer un dragon poussière d'étoile, même en 2009, c'était assez simple, et tu peux chercher activation mode assaut avec bête d'assaut ou apprenti des arcanes. Mais du coup, pourquoi on ne l'a quasiment jamais vu en tournoi? Déjà, la première réponse, c'est Corbeau Dédé. Durant le tour de chaque joueur, tu peux le défausser pour bannir une carte dans le cimetière adverse. Du coup, bah t'as juste besoin d'attendre qu'il sacrifie son mode assaut pour le retirer du jeu et donc l'empêcher de revenir à la fin du tour. Les floodgates dans Trou Draco, c'est un plus. Hein. Une énorme faiblesse qui lui ferme quasiment toutes les portes de la compétition. Et le dernier clou dans le cercueil, c'est que si tu pioches ton mode assaut, t'es bloqué. Activation ne les invoque que du deck, donc dans ta main, ils sont inutiles. Mais du coup, paradoxalement, tu dois en jouer plusieurs juste pour être sûr d'en avoir toujours au moins un dans ton deck et donc te rajouter encore plus de briques. Alors techniquement, tu peux les renvoyer dans ton jeu avec téléportation d'assaut et piocher 2 cartes au passage, mais ça ne règle pas le problème de base. De même, si tu pioches activation mode assaut mais sans manière de sortir ton poussière d'étoile, bah elle te sert à rien non plus. En fait, c'est bizarre parce qu'ils ont pris un des meilleurs aspects du dragon de Yusei, à savoir d'être un monstre de l'extra deck que tu peux accéder tout le temps, et ils l'ont retiré. Si le dragon mode assaut aurait été une autre synchro, ça aurait été 1000 fois mieux, alors pourquoi? Si on l'a un peu vu dans de rares occasions, comme avec les maîtres dragons par exemple, le monstre de Yusei n'est clairement sauvé que par son effet très rare pour l'époque qui compense à peine tous ses défauts. Tu vois ça très bien avec les autres modes assaut, tous des versions surboostées des synchros les plus célèbres. Quand il attaque, le dragon rouge arc démon détruit tous les autres monstres sur le terrain, le guerrier colossal envoie 2 guerriers du deck au cimetière et débuffe les créatures adverses, artilleur hyper psychique burn l'adversaire, et empereur dragon de la damnation réanime autant de zombies que tu veux, mais ils sont détruits à la fin du tour. Genre ok, le magicien des arcanes rase le terrain adverse, mais au lieu de invoquer la synchro de base, chercher activation mode assaut, attendre un tour et le sortir, ben prends juste 2 monstres pour faire dragon rose noir qui détruit toutes les cartes sur le terrain quand il arrive. Même résultat, sans 3 étapes inutiles supplémentaires. Le plus drôle, c'est peut-être Canon Halberd TG mode assaut. Son effet n'est pas trop mal, une fois par tour il peut annuler l'invocation d'un monstre. Le truc c'est que Canon Halberd TG, la synchro de base, elle fait exactement la même chose. Du coup bah c'est quoi l'intérêt du mode assaut? Surtout pour t'aider, pas grand chose. À part bête d'assaut et quelques magies et pièges comme contre ou lacération d'assaut pour t'aider, le deck est assez vide. Il faut attendre 2019 et Néo Tempête des Ténèbres pour recevoir Sentinelle d'assaut et surtout Réflecteur psionique. Quand tu l'invoques, tu peux chercher une activation mode assaut ou alors une carte qui la mentionne. Puis tu peux révéler activation mode assaut dans ta main pour réanimer un monstre de ton cimetière qui mentionne la carte avant de lui donner entre 1 et 4 niveaux supplémentaires. On sent qu'il a été créé pour régler à lui tout seul tous les problèmes du deck. Maintenant, rien qu'avec lui, tu as accès au dragon poussière étoile mode assaut dès le premier tour. Si on avait eu ça à l'époque, le deck aurait été incroyable, mais en 2019, le jeu a évolué. Une seule entrap arrête tout ton combo, c'est trop fragile. Les modes assaut sont la définition de l'overkill. Il vaut mieux un monstre un peu moins puissant mais accessible qu'un monstre gigantesque mais bourré de défauts. Le dragon poussière d'étoile était tellement puissant pour l'époque qu'il a réussi à forcer un peu la balance, mais aujourd'hui... Putain, donc là, depuis que Qbell il stream plus, c'est moi qui ai récupéré la garde de la MMG. C'est terrible ça. Jouable. Pour sauver le deck, il faudrait le rénover entièrement. Peut-être faire des modes assaut avec des effets dans la main pour ne plus qu'il soit des briques. Mais même ça, je doute que ça soit suffisant. Les serpents venimeux. Sois la bienvenue, cher Venenosa. Vers la fin de Yu-Gi-Oh! Venenosa. Jaden affronte un des enseignants de l'académie de duel, le professeur Cobra et son armée de serpents. On se rappelle surtout de lui pour Venominaga, célèbre comme l'une des premières cartes affectées par rien du tout. Une protection parfaite, et surtout comme l'un des rares monstres qui, comme Exodia, peut te faire gagner le duel. Venominaga se booste de 500 points pour chaque reptile dans ton cimetière. Puis, à chaque fois qu'elle détruit un monstre au combat, elle gagne un compteur hyper venin. Et lorsque tu places le 3ème, tu remportes la partie. Unique, mais aussi très lent, et sans parler de la galère que c'est pour la mettre sur le terrain. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est le reste de son deck. Cela veut dire que le venin d'une morsure de serpent te coûtera 500 points d'attaque.
Au début du duel, Professeur Cobra active Marée Venin. Magie de terrain, à la fin de chaque tour, il place un compteur venin sur tous les monstres en jeu. Ces derniers perdent 500 points d'attaque par compteur, et si de cette manière leur attaque tombe à 0, ils sont détruits. En gros, si ton adversaire invoque un monstre à 1500 d'attaque, il peut survivre que 3 tours. Un peu lent, mais pour accélérer le processus, le professeur fait appel à ses reptiles. Tous immunisés aux effets du marais, une fois par tour, Vipère Venin, Serpent Venin et Boa Venin placent des compteurs sur les monstres adverses. Idéalement, tu peux retirer entre 1000 et 2000 points à un monstre en un seul tour. Donc tu ne le détruis pas, au moins tu le rends inoffensif. Pour t'aider, Salve Venin envoie un reptile du deck au cimetière et met 2 compteurs sur un monstre. Croc d'embuscade annule une attaque et place aussi un compteur. Commande du dieu serpent annule une magie adverse en révélant un monstre venin dans ta main, tandis que Brûlure venimeuse retire tous les compteurs d'un monstre et inflige 700 points de dégâts à ton adversaire pour chaque. Ajoute à ça quelques magies et pièges centrés sur les reptiles, comme Sifflement du serpent qui en invoque un de ton deck, Offrande du serpent qui en détruit un pour te débarrasser de 2 cartes adverses, ou alors Pluie de serpent, défausse une carte et envoie 4 reptiles de ton deck au cimetière. N'importe quoi. Le concept a énormément de potentiel. Le problème c'est que ça s'arrête là. En dehors de Vipère, Serpent et Boa, il n'y a aucun autre monstre venin. Alors t'as bien Venominon, le roi des serpents venimeux, mais qui ne place aucun compteur et n'est donc pas vraiment ta stratégie. Le truc c'est que tu peux pas vraiment jouer d'autres monstres parce que eux aussi vont se faire debuff par le marais. C'est bizarre, au minimum on aurait pu inclure les monstres reptiles, mais non, vraiment il faut que le marais ne protège que les rares monstres venins. Mais le vrai problème c'est que sans le marais, ton deck ne fait rien. Genre ok, tu poses des compteurs, mais tout seul ils sont inutiles. Donc si ton adversaire se débarrasse de ta magie de terrain, c'est toute ta stratégie qui s'écroule. De même, s'il joue un deck très rapide avec des monstres qui ne restent pas plus d'un tour ou deux, t'as aucune manière d'accumuler efficacement tes compteurs. C'est pas la seule stratégie dans ce cas-là. Alien, nuagien, même si sur le papier les decks à compteur c'est très cool, en pratique ça pose juste trop de problèmes. Si les serpents venimeux n'ont jamais été très forts et sont rapidement tombés dans l'oubli, on les connaît quand même grâce à leur héritier, les prédaplantes. Deck Yuri dans Yu-Gi-Oh! Arc-Five, même si c'est pas des reptiles, on note quand même le dragon venin affamé, qui est du coup techniquement pas affecté par le marais. Mais surtout, toutes ces cartes jouent avec des compteurs prédaplantes. Par exemple Dracostapelia, qui en place un durant le tour de chaque joueur et qui annule les effets de tous les monstres qui en possèdent. Bien mieux, et même si ça rend en rien le deck venimeux jouable, ça prouve son potentiel. En fait, même si en l'état la stratégie est ratée, je pense que c'est une des plus facilement sauvables. Avec un remake du marais et quelques nouveaux monstres pour donner un peu plus de vitesse et de corps à l'archétype, je pense qu'on pourrait vraiment avoir quelque chose de fun. Et peut-être enfin avoir un vrai deck sur les compteurs. Les Gémeaux. On va parler d'un des plus grands échecs de Yu-Gi-Oh! De base, tous les monstres ont un attribut, terre, vent, feu et un type, machine, démon, guerrier, mais certains en ont un deuxième. Tu connais sûrement déjà les synthoniseurs, les créatures qui te permettent de faire les synchros, mais t'as aussi les spirits qui retournent dans ta main à la fin du tour, et l'une des pires erreurs de design de toute l'histoire des cartes, les Gémeaux. Sortis en 2007, quasi absents de l'animé, leur concept est bizarre. Sur le terrain et dans le cimetière, ils sont considérés comme des monstres normaux, sans compétences. Cependant, ils ont quand même un effet que tu dois débloquer en les invoquant normalement une deuxième fois. Par exemple, imagine que tu invoques normalement Punk Golem de ta main. Il a 1500, mais au prochain tour, tu peux utiliser son invocation normale pour le réinvoquer. Soudain, son effet Gémeaux se déclenche et il passe à 2100 d'attaque. Et là, tu te dis, attends, mais c'est nul. Et t'as raison. Dépenser 2 invocations normales pour un boost de 600, alors qu'à côté t'as Cyberdragon qui fait la même chose gratuitement tout de suite, c'est de la folie. Dans leur mécanique, les Gémeaux sont horriblement lents. L'idée, je pense, c'était de les faire profiter du support pour les monstres normaux, comme Droit d'Aînesse, qui en réanime un du cimetière, ou alors Justifracture, une force de miroir, à l'époque où force de miroir était limitée à une seule copie. Le problème, c'est que les Gémeaux ne sont des monstres normaux que sur ton terrain ou dans ton cimetière. Dans ta main ou dans ton deck, on les traite toujours comme des monstres à effet. Ça n'a aucun sens, et du coup, ça les prive des meilleurs supports pour les monstres normaux, comme Die Imprévu ou alors Lapin Sauveteur, qui les invoquent du deck. Très vite, Konami comprend leur erreur. Pour se rattraper et justifier tous ces défauts, ils tentent de leur donner des effets un peu plus respectables. Samouraï du futur peut par exemple bannir un monstre du cimetière pour détruire une créature adverse, Valkyrie des ténèbres fait la même chose en retirant un compteur magie, à côté Chevalier Gémeaux en invoque directement un du deck lorsqu'il combat, tandis que Papillon aux ailes ardentes les... Je pense très sincèrement que Gémeaux, c'est une mécanique qui est pas si dure que ça à sauver. Et aujourd'hui, tu peux en faire des trucs vraiment très sexy, tu vois. Et je vais pas vous mentir, moi j'aimerais bien que Gémeaux à un moment donné c'est sa petite heure de gloire, tu vois. Genre Konami ils se disent vas-y, one last try, tu vois, et on fait un truc vraiment puissant.
Mais voilà. Réaniment du cimetière avec leurs effets. À l'époque, sur des monstres de niveau 4, comme ça, bah c'est pas mal. Le souci, c'est d'arriver à débloquer leurs compétences. Pour ça, tu peux utiliser double invocation, qui te donne une deuxième invocation normale pendant ton tour, ou déchaînement de puissance. Non, non, dans Tosh, ils y sont allés, mais qu'ils ont mouillé le bout de leurs pieds. Genre, Qui donne leurs effets à tous les gémeaux que tu contrôles jusqu'à la fin du tour. Mais c'est toujours pas optimal, vu que là, tu dépenses une carte pour rien. Les gens se tournent plutôt vers Offrande Suprême. Aujourd'hui interdite, piège continu, contre 500 points de vie, tu peux faire autant d'invocations normales que tu veux. Très cool, mais il faut la piocher, la poser et attendre un tour. Ça reste quand même assez lent. La seule carte vraiment intéressante, c'est Supervision. Magie d'équipement qui donne à un gémeau Ouais. ses effets. Et si jamais elle est en ah, les archétypes flip, c'est quand même régulier qu'ils arrivent à faire des trucs cool. Genre Mimighoul, c'était pas abusif, mais tu vois, c'était cool. Genre le vrai dernier archétype flip qui a fait du résultat, je pense que c'est Gourou, et Gourou c'était vraiment très cool, tu vois. Hmm. Ouais, il y a des trucs à faire. Il y a vraiment des trucs à faire avec Gémeaux, genre. Ouais, Gourou Dragoon. envoyée au cimetière, elle réanime un monstre normal. Une manière d'accélérer ton deck tout en te ramenant encore plus de créatures, c'est cool. Surtout que juste après arrive une dernière surprise. Magie rapide, tempête d'électricité Gémeaux sacrifie un Gémeaux de niveau 4 pour détruire une carte de l'adversaire et piocher un. En 2010, c'est excellent. Un pop qui ne coûte virtuellement aucune carte, tous les decks voudraient une carte comme ça. Sauf que même ça ne suffit pas à rendre les Gémeaux jouables. Paradoxalement, le seul Gémeaux qui sort du lot, c'est Neos alias héros élémentaire. On a déjà un peu parlé de lui sur la chaîne. Au premier coup d'œil, il est encore plus nul que les autres. Son effet, c'est juste de transformer son nom en Néos héros élémentaire. Absolument inutile. Sauf que, déjà, c'est un héros, donc cherchable avec Herman et renfort de l'armée, avec un solide 1900 d'attaque. En plus, c'est un lumière que tu peux booster grâce à Ange de Loyauté, niveau 4, que tu peux donc sacrifier pour une tempête d'électricité, puis le ramener dans ta main avec une explosion héroïque et détruire un monstre adverse au passage. Finalement, tu peux le bannir de ton cimetière avec fusion miraculeuse pour sortir d'excellentes créatures comme Zéro Absolu qui rase le terrain adverse. Alias coche en fait beaucoup de cases, et même si tout seul il est nul, il entre très bien dans les decks héros de 2010. En Edison, on le croise même encore souvent. Mais du coup, tu ne le joues pas pour sa capacité de Gémeaux. Si c'était un monstre sans effet, ça serait pareil, et c'est triste. Le seul autre Gémeaux avec un peu de succès compétitif, c'est Gigaplante, qui peut réanimer un monstre plante ou insecte de ton cimetière. Tu remarques que c'est un soft once per turn, ça veut dire que si Gigaplante quitte le terrain et revient, elle peut réactiver son effet pendant le même tour. Surtout, elle réanime n'importe quelle plante et ne s'exclut pas elle-même. Ça veut dire que si t'en as 2 plus un Raptinus, une fusion qui tant qu'elle est là donne aux Gémeaux leurs effets, elles peuvent se réinvoquer mutuellement en boucle. L'outil parfait pour des OTK et même des FTK. Alors pour résumer, soit les Gémeaux sont injouables, soit on les joue mais pas pour leur mécanique, soit on les casse et on en abuse. Rien ne va. Bien plus tard, en 2016, Konami tente de rectifier le coup avec les Chimicrea. Pensé pour remettre les Gémeaux au goût du jour. Crab Carbo les envoie du deck au cimetière et les ajoute à ta main, tandis que Obivos et Ourboro les invoquent. À côté, Hydragon les protège et Dioxogre les retire du jeu depuis ton cimetière pour détruire une carte adverse. Alors pourquoi pas, ils rendent les Gémeaux plus accessibles, mais ils règlent pas non plus leur problème de base, la lenteur. Mais pour ça, on a Champ Catalyseur. En gros, la carte qui dit pardon. Magie de terrain, tant qu'elle est là, tes monstres Gémeaux de niveau 5 ou plus peuvent être invoqués sans sacrifice. Surtout, elle te donne une deuxième invocation normale par tour, et enfin tu peux bannir temporairement un de tes Gémeaux pour détruire une carte de l'adversaire. En fait, on sent qu'ils veulent régler l'entièreté des problèmes d'un coup. Le truc c'est que même si oui la carte est excellente et fait tourner Après, tout le reste, si tu la pioches pas ou alors qu'on s'en Après, débarrasse... très honnêtement, tu peux genre virer ces cartes-là et reset, tu vois. C'est le gros avantage des jeux à banlist, c'est que si tu veux te dire, bah vas-y, je veux abuser d'une mécanique, mais potentiellement ces cartes elles foutent la merde, tu vois. Tu fais une ban dessus et tu sors tes cartes et termine mon sort, tu vois. et ben d'un coup t'es Ou de tu fais un nouveau errata, bloqué genre. avec un deck lent et nul. Bref, même si Chimicrea a des propositions intéressantes, il ne tient absolument pas la route face à la méta de 2016. Et depuis, Konami a plus ou moins abandonné les Gémeaux. De temps en temps, on voit passer une ou deux nouvelles cartes comme Ablation des Gémeaux qui en SP1 du deck, ou Seigneur Gémonis Gold Knight qui cherche Tempête d'électricité. Mais ils sont isolés, ne règlent rien et n'amènent pas de nouvelles stratégies. Le deck reste injouable. Le souci
c'est qu'aujourd'hui, ton invocation normale est bien trop importante. Aleister, Yggdrasil, Frêne de l'œil de serpent, plein de monstres sont capables de sortir d'immenses combos à eux seuls. Voir ça et choisir d'attendre un tour pour dépenser une deuxième invocation normale pour un effet moyen, c'est de la folie. Pourtant, même si Konami a l'air d'avoir abandonné, je pense pas qu'il soit non plus insauvable. Par exemple, qu'est-ce qui dit qu'on pourrait pas avoir des Gémeaux avec des effets dans la main? Ça serait une manière de contourner leurs restrictions et te permettre de jouer tout de suite. En gros, en élargissant le concept des Gémeaux, on pourrait trouver une manière de les rendre jouables. Mais pour l'instant, les Gémeaux sont un échec, une mécanique obsolète dont personne ne sait quoi faire. Après, ça veut pas non plus dire qu'ils ne devraient pas exister. Yu-Gi-Oh! Est rempli d'idées bizarres et originales, la plupart très fun. C'est normal que tout ne fonctionne pas. Aussi médiocre soit-il, les decks dont on a parlé sont des expériences, des tentatives d'amener le jeu dans une nouvelle direction. Même s'ils n'ont pas réussi, ils participent à rendre Yu-Gi-Oh! Plus divers, et parfois en pavant la voie pour ceux qui viendront après. Même si on espère qu'un jour Konami leur donnera une seconde chance, c'est aussi important de les célébrer pour ceux qu'ils sont, car eux aussi, à leur échelle, ont forgé l'aura de Yu-Gi-Oh! Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Théromique, n'hésitez pas à... Normalester est fait. Bon, moi les loulous, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sur cette semaine. Merci. Merci beaucoup pour ce deuxième mois de sub, ça fait plaisir. Du coup, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Prochain stream, je sais pas trop comment je vais streamer cette semaine. Normalement tout va se rééquilibrer à partir de la semaine prochaine. Donc à partir de la semaine prochaine vous allez récupérer les plannings, vous allez tout récupérer. Moi je vous fais le visuel pour le main event de vendredi soir et les premières inscriptions à l'aéropage qui sera donc mercredi 12 13, mercredi 13. Le premier aéropage, il sera mercredi 13. Donc je vous trouve la petite phrase et puis je vous laisserai vous inscrire. Donc il y aura une section qui va arriver sur le Discord, comme ça vous pourrez directement aussi pouvoir, et vous allez pouvoir échanger dessus. Si vous n'êtes pas encore sur le Discord, Discord, n'hésitez pas à le rejoindre. Si vous avez apprécié ce que vous avez vu aujourd'hui, n'hésitez pas non plus à lâcher votre petit follow, c'est gratuit et ça soutient de fou la chaîne. Un plaisir d'être revenu en stream avec vous après ces 2 semaines de petits breaks. On se prépare du gros pour cette année 2025-2026. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi et on se retrouve très bientôt. Allez, peace.